Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo sur la chaîne Origin Hans. Alors ça faisait quelques jours que je n'avais pas publié de vidéo, tout simplement parce que mon ami caméraman et réalisateur Steven Spielberg ici présent était malade. Donc j'ai dû me débrouiller tout seul, puis j'avais pas mal de travail aussi entre deux et du coup petite pause vidéo, mais on va reprendre ces bonnes habitudes avec un nouveau sujet aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo relativement basique qui s'adresse principalement aux gens qui débutent, qui sont au tout début en myrmécologie, qui commencent à s'intéresser aux fourmis et qui se demandent un petit peu comment faire, comment se procurer cette fameuse première colonie de fourmis pour débuter la passion, où se la procurer, ainsi de suite. Alors, un des gros avantages de la myrmécologie, je trouve, c'est que c'est quelque chose de très accessible. À savoir que tous, où vous soyez, à part si vous habitez au-delà des cercles polaires nord ou sud, vous avez des fourmis chez vous, dans votre jardin, dans le parc à l'extérieur de votre ville, il y a des fourmis près de chez vous de toute façon. Donc ça, c'est un gros avantage sur cette passion, c'est l'accessibilité des animaux qui nous intéressent. On peut tous les trouver assez facilement. Alors, pour les trouver, c'est une chose, ensuite il faut les capturer et les maintenir en vie. L'objectif en myrmécologie, ce sera évidemment d'arriver à trouver une reine féconde et de maintenir cette reine en vie de manière à ce qu'elle puisse pondre des œufs qui vont devenir des ouvrières et ainsi former une colonie. Alors la plupart des espèces que l'on va trouver dans nos régions font ce qu'on appelle une fondation claustrale. Ça veut dire quoi une fondation claustrale? Ça veut dire que la reine, une fois fécondée, va trouver un site propice à l'installation de sa future fourmilière. Ça peut être une souche de bois, un trou dans la terre, un petit creux dans la roche, enfin peu importe. Elle trouve un site propice à la fondation de sa première fourmilière et elle va s'y enfermer et sans sortir, sans se nourrir, elle va pondre ses premiers œufs. Et elle va arriver à élever les quelques premières ouvrières uniquement sur base de ses propres réserves alimentaires. Alors comment elle fait? Elle va consommer principalement déjà ses ailes. Juste après s'être posée, en général elle mange assez fréquemment les ailes parce qu'elles n'en ont plus besoin tout simplement. Ensuite, tous les muscles qui sont présents dans le thorax de la reine qui lui servent à voler lui sont à présent inutiles puisqu'elle a enlevé ses ailes, elle a fait son vol nuptial, elle s'est posée, elle n'en a plus besoin. Donc ça, c'est toute une réserve de protéines qui va être progressivement consommée par la reine pour lui permettre de survivre déjà et ensuite de pondre des œufs, ce qui demande évidemment pas mal d'énergie, mais il faut aussi pouvoir nourrir ces œufs. Alors ces œufs, souvent, elle va les nourrir avec des œufs non fécondés. Donc elle pond 3 œufs et il y en a un fécondé et il y en a 2 stériles qui servent à nourrir la jeune larve et ainsi de suite. Un petit peu à la fois, elle va arriver tout doucement à avoir ses premières ouvrières et c'est seulement à partir du moment où elle a ses premières ouvrières qu'on va avoir une entrée de nourriture extérieure. Donc les ouvrières à ce moment-là vont sortir, vont commencer à collecter de la nourriture et la reine et les larves vont être alimentées. Sinon, quand vous attrapez votre reine, en général, du moment où vous l'attrapez jusqu'à ce qu'elle ait ses premières ouvrières, il faut bien garder en tête qu'elle ne mange pas. Donc elle reste tranquille dans son petit trou, dans le noir, et elle ne mange pas. Ça c'est très important, il faut bien s'imaginer ça pour comprendre comment réussir une fondation. Alors ici, nous sommes au mois de juin, les essaimages vont bientôt commencer, en tout cas dans ma région, dans certaines régions ils ont peut-être déjà commencé, mais si on est en Belgique il fait un peu frais, donc c'est seulement le début de la saison. Et donc ce sera pour vous l'opportunité d'attraper quelques rennes pour démarrer une colonie. Alors ces rennes, on va les mettre dans un contenant adapté et la méthode qui revient le plus souvent, vous l'avez certainement déjà vu, c'est le tube à essai. Donc le tube à essai, c'est quoi? C'est une éprouvette en verre, hein, un petit contenant qu'on utilise en général en laboratoire. Ça a l'avantage d'être très bon marché. Donc un tube à essai comme ça coûte clairement moins de 50 centimes d'euros. Donc ça sert à rien de commencer à vouloir chipoter, à trouver une solution de remplacement avec un stylo, avec une boîte de tic-tac ou autre. Ça coûte quelques dizaines de centimes, donc ne vous embêtez pas à jouer les MacGyver, c'est ce qui marche le mieux et c'est vraiment abordable. Donc l'idée, ça va être dans ce petit
ce petit tube en verre, de reproduire les conditions que la reine va rencontrer dans la nature quand elle s'enterre dans sa première chambre de fondation. Donc la première chose qu'on va devoir ajouter évidemment, c'est de l'eau, parce que l'eau, vous le savez, c'est la vie, et pour que toute vie subsiste, il faut un minimum d'eau présente dans le milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre en général entre 1/3 et 50% du volume d'eau dans le tube. Alors moi j'utilise toujours de l'eau de pluie pour mes terrariums, que ce soit pour l'arrosage, pour hydrater les nids, pour remplir les tubes. Je fais tout à l'eau de pluie, simplement parce que ça me semble être un choix logique et naturel. C'est avec ça que ça fonctionne en extérieur. Deuxièmement, je suis en Belgique et c'est quelque chose qui est du coup assez facilement disponible. De l'eau de pluie, on n'en manque pas. Donc une fois qu'on a mis notre réserve d'eau, on va prendre tout simplement du coton. Donc du coton chirurgical que vous trouvez en pharmacie, coton blanc tout simple. Ça sert à rien de chercher la complication. Avec ce coton, on va faire une boule qui est évidemment un peu plus grosse que le diamètre du tube, de manière à ce que ça offre une résistance. Et on va pousser cette boulette de coton dans le tube. Voilà. Une fois qu'on a mis la boulette de coton, on va pouvoir faire descendre ce coton au contact de l'eau. C'est un bon zoom dessus, un bon plan. On va pouvoir descendre ce coton au contact de l'eau. Évidemment, le coton va s'humidifier. Et là, c'est assez important cette étape parce que ça vous permet de régler l'hygrométrie que vous allez avoir dans le tube. Donc si vous êtes sur une espèce qui demande une forte hygrométrie, par exemple dans les espèces locales, Myrmica rubra. Myrmica rubra, c'est une espèce plutôt forestière qui a l'habitude de nicher dans des environnements assez humides. Donc là, si on est sur une espèce qui a de gros besoins en humidité, on va enfoncer le coton vraiment complètement dans l'eau. Comme ça, il sera gorgé d'eau et il va transmettre beaucoup d'humidité dans la chambre de fondation. Si au contraire on est sur une espèce qui est plutôt xérophile, donc une espèce xérophile, c'est une espèce qui apprécie les milieux secs. Je pense au Camponotus, je pense au Crématogaster, typiquement les Cataglyphis dans le sud de l'Europe aussi, qui sont vraiment très très sensibles à l'humidité. Donc si on est sur des espèces comme celle-là, on va serrer davantage le coton et on va à peine l'imbiber, le tremper dans l'eau en fait. On ne met qu'une petite partie du coton dans l'eau. Comme ça, ce coton ne va être que légèrement humide et transmettre peu d'humidité dans la chambre de fondation. Donc plus vous enfoncez le coton dans l'eau au départ, plus votre taux d'hygrométrie dans la chambre de fondation sera important. Et ça, bon, c'est avec la pratique évidemment qu'on arrive un peu à gérer ça. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes pas sûr de la manière dont vous avez réalisé votre tube, c'est éventuellement proposer plusieurs tubes à vos colonies. Donc un tube avec un coton plus serré, moins serré, ainsi de suite, plus enfoncé, et voir lequel elles préfèrent. Donc vous prenez quelques notes pour savoir vous repérer au départ, et vous voyez quel type de tube, quelle concentration de coton va avoir le plus d'attrait pour les fourmis. En général, c'est que vous êtes proche de la vérité. Donc ce genre d'installation, une fois installé comme ceci, donc on va pouvoir mettre une reine dedans, et ça va permettre en général de tenir plusieurs mois, voire dans certains cas plus d'un an pour la reine. Donc ce sera sa future maison pendant plusieurs mois, voire un an. Cette réserve d'eau va lentement diminuer. Et une fois que la réserve d'eau sera complètement épuisée, ben là on pourra évidemment proposer directement un nouveau tube à la colonie avec une nouvelle réserve d'eau. Et en général, assez rapidement, elles vont déménager du tube sec vers le tube humide. Donc j'ai ici une petite gine en tube pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc une fois que vous attrapez votre reine, donc on reconnaît la reine évidemment, une taille largement supérieure aux ouvrières. Ici c'est une assez grosse, c'est une Cointatus. Donc on va avoir une reine assez importante avec le deuxième segment, donc le thorax, qui est beaucoup plus développé que sur les ouvrières. Donc une fois qu'on a attrapé cette reine, on va essayer de l'attraper le plus délicatement possible à la main, ou idéalement avec des pinces entomologiques. Donc des pinces entomologiques, c'est des petites pinces type pince à épiler comme ceci, mais qui ont l'avantage d'être souples.
Vous voyez, on ne sait pas faire de mal avec ça parce que le métal est assez fin et souple, donc on ne va pas écraser l'insecte et on est sûr de ne pas la blesser. Donc une fois qu'on a préparé notre tube, on peut simplement introduire notre reine dedans. Et surtout, ce qui est très important, une fois que vous avez mis votre reine dans le tube comme ça maintenant, c'est de la laisser au calme. Donc évitez d'aller la vérifier toutes les demi-heures pour voir si elle a fondu. Le mieux, c'est même à la limite de l'oublier dans un petit tiroir ou une caisse pendant quelques semaines, quelques mois. Après quelques semaines, vous jetez un coup d'œil, vous regardez si elle est toujours vivante, vous regardez si la réserve d'eau est toujours OK. Et a priori, il y aura un petit paquet d'œufs à côté d'elle et puis des larves qui vont se développer. Mais surtout au début, n'oubliez pas qu'en situation normale, la reine est tranquillement enterrée sous terre, elle est à l'abri de tout stress. Donc essayez de reproduire ces conditions-là chez vous. Au calme, dans le noir, à l'abri des stress, à l'abri des gros écarts de température. C'est comme ça, quelle que soit l'espèce, que vous arriverez le plus facilement à faire ponder une reine seule en fait. Donc il faut éviter de la mettre à la lumière vive, éviter de la bouger tout le temps. Ça doit être vraiment au calme et un des gros problèmes des jeunes myrmécologues en général, c'est le manque de patience et l'impatience. Dès qu'on a une reine, on veut une grosse colonie avec des millions d'ouvrières qui va manger des bêtes énormes, mais il y a encore quelques mois de patience avant d'arriver à ce stade-là, évidemment, et c'est souvent là qu'on fait des erreurs. Donc, patience au début, n'hésitez pas éventuellement à collecter, si vous en avez l'occasion, des reines de différentes espèces, ça vous permettra de faire différentes observations. Par contre, il est inutile de commencer à récolter des centaines de reines, que ce soit des Lassus ou autres. Dites-vous bien que s'il y en a des centaines chez vous, il y en a des centaines un peu partout et qu'elles sont disponibles en quantité pour tout le monde. Vous n'allez pas devenir riche en ramassant 500 reines de Lassus dans votre jardin. Il faut un peu arrêter ce genre de délire. Au pire, au mieux, vous allez payer quelques tubes, mais voilà, c'est pas avec ça qu'on va faire de l'argent de toute façon. Bref, donc vous ramassez quelques reines d'espèces différentes, ce qui vous permettra aussi de constater simplement différents mœurs, différents régimes alimentaires, différentes tailles, différentes couleurs, différentes vitesses de développement aussi, parce que si on part sur une grosse espèce comme celle que je viens de vous montrer, des Camponotus européennes, et à l'autre extrême on va prendre une petite espèce, la Phaedole pallidula. Si la reine de Camponotus, une fois qu'on l'a attrapée, avant d'avoir 15-20 ouvrières, il faudra souvent attendre une année facilement. Par contre, sur les Phaedole pallidula, une fois qu'on a attrapé la reine, en général, les 15 ouvrières, elles apparaissent dans les 3-4 semaines qui suivent la capture de la reine. Les ouvrières mettent ensuite 2 semaines à se développer, ce qui fait qu'en 3-4 mois avec les Phaedole, on peut arriver à 100 individus, voire plus. On a des vitesses de développement qui sont vraiment très différentes d'une espèce à l'autre. Ceci dit, les espèces les plus prolifiques, nous le verrons encore dans d'autres vidéos, ne sont pas forcément les meilleurs choix parce que c'est gai au départ, parce que vous avez une évolution rapide, mais sur le long terme ça devient très fastidieux, très chronophage et souvent coûteux aussi en nourriture, en matériel et ainsi de suite. Donc ne plongez pas sur les espèces à développement rapide. Les espèces à développement lent comme les Camponotus sont souvent les espèces que les éleveurs préfèrent sur le long terme parce que c'est des colonies qui sont cool à maintenir, qui sont pas trop prises de tête en fait, qui évoluent gentiment, tout doucement, avec un bon rythme de croisière et qui du coup sont tout à fait gérables pour un myrmécologue amateur. Par contre, si on part sur de la méga colonie, que ce soit de la Phaedole pallidula pour les classiques, des coupeuses de feuilles type Atta, les Carabera ou ce genre d'espèces qui font des colonies énormes, sachez que c'est pas forcément facile à gérer, c'est même plus souvent une grosse prise de tête d'arriver à nourrir, à éviter toutes les évasions, ainsi de suite, par rapport à une jolie colonie de campo qui va évoluer à son petit rythme tranquille. Donc ne vous précipitez pas là-dessus non plus. Voilà, n'hésitez pas à promener un peu en extérieur, surtout avant et après les grosses pluies, les orages.
c'est le temps le plus propice pour trouver des jeunes rennes. Certaines espèces vont essaimer pendant les heures chaudes de la journée, donc vraiment au moment où il fait fort chaud ou en fin d'après-midi. Par contre, il y a d'autres espèces plus discrètes qui vont essaimer au contraire en soirée, tôt le matin, voire de nuit. Donc là, il faut vraiment se lever tôt le matin ou partir le soir avec la lampe de poche pour espérer trouver quelques spécimens de ces espèces-là. Je pense en espèces locales par exemple à des tétramoriums qui ont tendance à essaimer plutôt le soir ou le matin. Au Ponera, la Ponera coarcta, qui est une des seules ponérines qu'on trouve dans nos régions, qui essaiment aussi elles principalement en partant de pluie la nuit ou tôt le matin. Donc c'est des espèces qu'on ne va pas trouver le mois de juillet par 25 degrés, quoi. Clairement, elles ont besoin de fraîcheur. Donc il faudra cibler différents moments de récolte pour attraper ces espèces-là. Donc ben voilà un peu pour cette vidéo sur les fondations, le type de fondation. Donc vous avez vu, c'est la myrmécologie, ça reste tout à fait accessible, puisqu'ici, ben, si on résume, avec un tube en verre qui coûte quelques dizaines de centimes d'euros, un peu de coton, pareil, ça coûte 3 fois rien, de l'eau, vous en avez a priori chez vous aussi, eh ben, vous avez de quoi démarrer votre future colonie, puisqu'en fait ce tube va représenter le premier habitat de la petite colonie, donc de la reine et de sa première génération d'ouvrières qui peuvent être 15-20 à évoluer là-dedans sans aucun problème. Donc ça reste quelque chose de vraiment accessible. Du coup, n'hésitez pas, c'est une chouette observation à faire, quel que soit votre âge, quel que soit à faire pour vous, à faire avec vos enfants éventuellement. Donc le fait d'observer une fourmi qui fonde comme ça sa colonie, le soin aux œufs, le soin aux ouvrières, c'est quelque chose d'assez fascinant et une expérience que je conseille d'ailleurs à tous les parents de jeunes enfants pendant cet été. N'hésitez pas si vous aimez éveiller vos enfants par rapport à la nature, par rapport à la biologie, la botanique, ainsi de suite. C'est une très chouette expérience à faire. Vous attrapez une petite reine, vous la mettez en tube et vous regardez les premières ouvrières qui vont apparaître. Alors après, ou vous gardez la colonie, ou vous la libérez chez vous, puisqu'il s'agit d'une espèce locale, bien entendu. Ça, peu importe, mais ça permettra toujours de faire une chouette petite observation avec les enfants et une chouette découverte, je trouve. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon après-midi, bonne nuit, comme vous voulez, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas évidemment, comme d'habitude, de vous abonner, de liker la page, appuyer sur le petit pouce, la clochette. N'oubliez pas non plus le lien Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne YouTube, donc simplement en apportant de quoi rembourser le carburant du caméraman qui est bénévole et qui fait tout le montage comme ça bénévolement. Heureusement il n'habite pas tout près et l'essence aujourd'hui ça pique. Sur ce même lien Tipeee, vous trouverez aussi évidemment notre projet qui est toujours en cours, une fourmilière pour chaque école, que vous pouvez évidemment soutenir et partager un maximum. Ça fera des heureux évidemment. Sur ce, à bientôt et à la prochaine.